Bullitt n'est pas qu'un film. C'est une ambiance. Dès l'instant où Steve McQueen foule les rues de San Francisco, quelque chose change. Le silence devient assourdissant. Les regards prennent une autre dimension. Et soudain, une course-poursuite entre dans la légende du cinéma. Mais derrière cette aura mythique se cachent des histoires plus étranges, plus risquées et plus subversives que la plupart des fans ne l'imaginent. Aujourd'hui, on vous dévoile 21 anecdotes insolites sur les coulisses de Bullitt. Des décisions de tournage anticonformistes au moment qui ont failli coûter au film sa sortie. Ce ne sont pas des anecdotes, mais bien les secrets de Bullitt. Steve McQueen ne jouait pas la comédie, il était lui-même. De l'extérieur, son interprétation de Frank Bullitt paraît sobre, presque minimaliste, mais ce n'était pas du jeu d'acteur. C'était McQueen qui refusait de feindre. Il a délibérément balayé les clichés traditionnels des films policiers hollywoodiens. Pas de grands discours, pas de pose héroïque, pas de tentative de prendre le spectateur par la main. Il voulait que Bullitt paraisse être un homme réel, faisant un vrai travail. Fatigué, observateur et légèrement agacé par son entourage, McQueen s'est d'ailleurs heurté à plusieurs reprises au studio car il refusait de jouer la comédie. Il réagissait à peine dans les scènes où les acteurs devaient surjouer. Il en résulta un personnage si réaliste qu'il paraissait dangereux par sa simple immobilité. Cette approche a discrètement transformé la représentation des héros de gangsters pendant des décennies, même si Hollywood ne s'en rendait pas encore compte. La fameuse course-poursuite en voiture a été filmée comme une scène de crime et non comme une scène d'action. Voici ce qui rend cette course-poursuite si troublante. Elle n'a absolument pas été filmée comme une séquence d'action. Le réalisateur Peter Yates l'a filmée comme une opération de surveillance. Longs objectifs, musique minimaliste, silence pesant. Aucun montage tape à l'œil pour dicter vos émotions. Vous ne regardez pas une course-poursuite, vous en êtes témoin. Les voitures ne vrombissent pas sans cesse. Parfois, elles disparaissent de l'image. Parfois, il ne se passe rien pendant quelques secondes. Cette tension est entièrement voulue. Yates voulait que les spectateurs se penchent en avant, pas qu'ils applaudissent, qu'ils ressentent que quelque chose puisse mal tourner à tout moment, car c'était souvent le cas pendant le tournage. Cette approche a bouleversé toutes les règles du film d'action de l'époque et a inventé par hasard le langage moderne des poursuites en voiture au cinéma utilisé aujourd'hui. Warner Brothers était loin d'imaginer à quel point le tournage était dangereux. Le studio avait approuvé Bullitt en espérant un film policier stylé. Ils se sont retrouvés avec un tournage à la limite du brutalisme. De nombreuses scènes de poursuite ont été filmées sans autorisation complète, dans de vraies rues, avec une circulation réelle et de vrais piétons. McQueen conduisait souvent lui-même à grande vitesse. Les voitures de sport sont capricieuses. Des hommes comme Hickman et McQueen zigzagant dans les collines de San Francisco avec une coordination minimale pour les cascades. À un moment donné, un incident évité de justesse avec un conducteur non averti a contraint l'équipe à interrompre temporairement le tournage sans en informer le studio. Warner Brothers n'a pris pleinement conscience du risque qu'après la livraison des images. Il était alors trop tard pour refaire les prises de vue car elles étaient trop réussies et trop coûteuses. C'est l'une des rares fois où Hollywood a tiré profit de l'ignorance de la vérité. La Mustang n'était pas censée être la vedette. Croyez-le ou non, la Ford Mustang n'était pas censée voler la vedette. La voiture de Bullitt est une Ford Mustang 390 GT 2+2 Fastback de 1968. À l'origine, elle n'était qu'un outil, un moyen de transport pour le personnage. Mais une fois les caméras en marche, un imprévu s'est produit. La Mustang ne se contentait pas de traverser la ville. Elle interagissait avec elle. Les collines, les sauts, les contraintes de la suspension, le grondement du moteur résonnant entre les immeubles. Soudain, la voiture semblait vivante. Les dirigeants de Ford ont rapidement compris l'importance de ce phénomène et l'ont exploité, façonnant discrètement l'un des moments les plus marquants de l'histoire du marketing automobile, sans la moindre publicité. À la sortie des salles,
La Mustang n'était plus seulement une voiture, elle avait une personnalité. McQueen rejetait catégoriquement la musique traditionnelle. La plupart des films policiers de la fin des années 60 s'appuyaient fortement sur des partitions orchestrales dramatiques pour exprimer les émotions. McQueen abhorrait cette idée. Il voulait du silence, des bruits de la ville, des vrombissements de moteurs, des pas, des portes qui claquent. Il pensait que la véritable tension n'avait pas besoin de musique pour dicter les émotions. Le studio s'y opposa fermement. McQueen insista encore davantage. Il en résulta une musique dépouillée, utilisée avec parcimonie, laissant de longs passages de quasi-silence imprégner le film. Ce choix mit les spectateurs mal à l'aise, comme Hollywood l'avait rarement permis. Mais c'est précisément ce malaise qui donne à Bullitt son aspect si moderne. Le film fait confiance au spectateur et le silence devient son arme la plus redoutable. Une erreur lors de la poursuite est devenue un détail iconique. Si vous avez bien suivi Bullitt, vous aurez peut-être remarqué quelque chose d'étrange. Pendant la fameuse course-poursuite, la Mustang verte dépasse plusieurs fois la même Volkswagen Beetle. Une erreur de continuité flagrante. Normalement, on aurait dû refaire la scène, mais l'erreur a été conservée. Pourquoi? Parce que la poursuite paraissait trop réaliste pour être interrompue. La répétition renforçait involontairement le sentiment de chaos, comme si le temps et l'espace se brouillaient sous la pression. Le public n'a pas remarqué l'erreur au début, mais des décennies plus tard, elle est devenue un gage d'authenticité. La preuve que la scène n'avait pas été surchargée. Parfois, la perfection tue le suspense. Bullitt a survécu parce qu'elle n'a pas recherché la perfection. Bullitt a révolutionné l'image du cool à l'écran. Avant Bullitt, le cool dans les films musicaux était lisse, maîtrisé, presque théâtral. McQueen a brisé cette image. Ses costumes étaient volontairement sobres. Son langage corporel était minimal. Ses émotions restaient enfouies, avant même que je ne le fasse descendre sous un inconnu. Aucune explication, aucune excuse. Cette version du personnage froid, calme, observateur et détaché a influencé des générations de personnages, des voyous poilus aux anti-héros modernes. Bullitt parlait peu, il observait, et le public était captivé. Si cette analyse approfondie vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Nous racontons ces histoires telles qu'elles doivent être racontées, avec une tension qui monte progressivement, des détails cachés et des moments qu'Hollywood n'a jamais mis en avant. Bullitt parle à peine, car le scénario a été discrètement réécrit sur le plateau. L'une des vérités les plus étranges concernant Bullitt est la quantité considérable de dialogues qui ont tout simplement disparu. Steve McQueen était connu pour raccourcir ses scénarios, mais sur Bullitt, il est allé encore plus loin. Pendant le tournage, des répliques entières étaient coupées en pleine scène, parfois sans prévenir les autres acteurs. Si un moment paraissait trop explicatif, McQueen le supprimait. Le résultat est un film où les personnages communiquent souvent par les regards, les silences et les pauses, plutôt que par les mots. Bullitt ne s'explique pas, car McQueen estimait que les vrais professionnels ne le font pas. Ce minimalisme n'était pas fortuit, mais une rébellion délibérée contre la peur des moments de calme à Hollywood. Ironie du sort, ce que les producteurs redoutaient de voir dérouter le public est devenu l'une des qualités les plus appréciées du film, donnant aux spectateurs l'impression d'être plus intelligents. La scène de l'hôpital a été conçue pour paraître délibérément vide d'émotion. La séquence est froide, clinique, presque pesante. Ce n'était pas un défaut, mais un choix philosophique. McQueen et le réalisateur Peter Yates souhaitaient que la mort dans Bullitt soit dénuée de romantisme. Pas de musique grandiloquente, pas de dernières paroles dramatiques, juste des néons, des médecins épuisés et une froideur clinique. Bullitt ne manifeste pas publiquement son deuil. Cette retenue émotionnelle a choqué le public de 1968, habitué aux films policiers qui faisaient de la mort un spectacle. Au contraire, Bullitt traitait la violence comme un élément qui vide de sens plutôt que de le créer. Ce choix a discrètement inscrit le film dans un nouveau courant culturel marqué par une méfiance croissante envers l'autorité idéalisée et les récits héroïques à la fin des années 60. Les méchants étaient volontairement oubliables, et c'était bien le but.
La plupart des films policiers confèrent du charisme à leurs antagonistes. Bullitt fait l'inverse. Les tueurs sont vagues, presque anonymes. Ils ne prononcent pas de monologue ni n'exposent de motivation profonde. Pourquoi? Parce que McQueen ne voulait pas que le public soit distrait par des méchants intéressants. Pour lui, le mal n'avait rien de théâtral. C'était efficace et monotone, ce qui rend la poursuite et les confrontations finales d'un réalisme troublant. On n'y trouve aucune satisfaction, seulement la nécessité. En refusant d'humaniser les méchants, Bullitt recentre l'attention sur Bullitt lui-même et sur le poids moral de sa mission. C'est un choix dérangeant, rarement réitéré par Hollywood, car il prive le spectateur d'une véritable conclusion émotionnelle. La fin du film fut jugée trop vide par les dirigeants du studio. La fin de Bullitt, on le sait, évite tout triomphe. Pas de discours de victoire, pas d'applaudissements, aucune effusion d'émotion. Bullitt s'éloigne plus silencieux qu'à son arrivée. Les dirigeants du studio détestaient cela. Ils voulaient être rassurés. Ils voulaient une explication claire. McQueen refusa. Il soutenait que ce travail ne change pas l'homme, il ne fait que le révéler. Les spectateurs lors des projections test étaient partagés. Certains étaient insatisfaits, d'autres hantés. C'est précisément cette atmosphère troublante qui explique la force de la fin. Au lieu d'une conclusion, Bullitt laisse une impression, une sensation qui persiste longtemps après le générique. McQueen a traité Bullitt comme un pistolero de western sans cheval. Si l'on fait abstraction de la ville, Bullitt se présente comme un western moderne. Bullitt est un professionnel solitaire, détaché de la bureaucratie, méfiant envers l'autorité et fidèle uniquement à son propre code. McQueen a consciemment modelé Bullitt sur les héros classiques du western, des hommes peu bavards, au mouvement prudent et à l'action déterminée. Les rues de la ville remplacent les pistes poussiéreuses. Ce cadrage a permis au public de comprendre inconsciemment le personnage sans aucune explication. On n'a pas besoin qu'on nous dise qui est Bullitt. On le reconnaît. Cet archétype a discrètement influencé des décennies de films policiers urbains. La scène de l'appartement en dit plus que le scénario ne le laisse entendre. L'appartement de Bullitt est dépouillé, propre, presque stérile. Ce n'était pas un choix de décor, mais bien une réflexion sur la psychologie du personnage. McQueen a personnellement insisté pour qu'on enlève tout élément décoratif. Pas de photos personnelles, aucune chaleur, aucun désordre. Bullitt vit comme un homme prêt à partir à tout moment. Ses brefs instants de vie domestique semblent éphémères, comme un visiteur de passage dans sa propre existence. Cette distance émotionnelle explique pourquoi Bullitt se sent plus proche de son œuvre que des gens. Un récit visuel d'une subtilité et d'une profondeur rare. Bullitt n'a jamais été conçu comme une franchise, et McQueen y a veillé. Après le succès du film, le studio a immédiatement insisté pour produire des suites. Plus d'affaires, plus de poursuites, plus de Bullitt. McQueen a refusé. Il était convaincu que Bullitt fonctionnait précisément parce qu'il ne s'éternisait pas. En faire un héros récurrent aurait adouci son image et dévoilé le mystère. En refusant les suites, McQueen a préservé Bullitt comme un moment unique plutôt que comme un produit commercial. Cette retenue est rare et presque impensable de nos jours. Parfois, Legacy survit parce que quelqu'un a su s'arrêter au bon moment si vous appréciez les films qui misent sur le silence, les personnages et l'atmosphère. Abonnez-vous. Cette chaîne est faite pour les spectateurs qui remarquent ce que la plupart des gens ne voient pas. Bullitt reflétait discrètement la méfiance croissante des Américains envers les autorités. Sorti en 1968, Bullitt arrivait à un moment où le public perdait confiance dans les institutions. Bullitt fut bien plus qu'un simple succès commercial. Ce fut un véritable phénomène culturel. Dans les films hollywoodiens classiques, la police était autrefois un symbole d'ordre et de sécurité. Bullitt est un cas à part. Il s'oppose aux politiciens. Il fuit la presse. Il agit en marge de la bureaucratie. Et surtout, il se méfie du système pour lequel il travaille. Cette tension reflétait un véritable changement de mentalité à la fin des années 60, lorsque les figures d'autorité n'étaient plus systématiquement perçues comme des héros. Bullitt n'explicite jamais ce thème.
Il vous le laisse simplement ressentir. Ce réalisme discret a permis au film de toucher un public bien au-delà de son genre, même si les spectateurs ne pouvaient pas immédiatement expliquer pourquoi. Le personnage de Jacqueline Beatty a été volontairement sous-développé. Nous avons choisi Jacqueline Beatty pour le film car je la trouvais très sincère. C'était un choix délibéré. McQueen pensait que les limites émotionnelles de Bullet devaient être visibles et non expliquées. Kathy n'est pas là pour le compléter ni pour adoucir son monde. Elle est là pour mettre en lumière ce qui lui manque. Leur relation paraît distante, tendue et inachevée, car Bullet lui-même est émotionnellement inaccessible. Il ne sait pas vivre en dehors de son travail. Studio Notes souhaitait plus de romance. McQueen a refusé. Il en résulte une relation d'un réalisme poignant, brève, inachevée et empreinte d'une tristesse sourde. Le style vestimentaire de Bullet a créé un nouvel archétype masculin. Avant Bullet, les protagonistes masculins s'habillaient de façon exubérante, costumes audacieux, contrastes marqués, présence visuelle imposante. La garde-robe de Bullet rejetait tout cela. Couleurs discrètes, coupes simples, absence totale d'ostentation. Ses vêtements ne le mettent pas en avant. Ils se fondent dans le décor. Ce style sobre a redéfini la mode masculine au cinéma, influençant des films policiers des années 1970 aux protagonistes minimalistes modernes. Bullet ne s'habillait pas pour se faire remarquer. Il s'habillait pour se déplacer incognito. Cette philosophie conférait au personnage une impression de profondeur et une étrange intemporalité. Le rythme du film a été critiqué, puis imité. À sa sortie, certains critiques ont déploré sa lenteur, le manque d'action, les trop nombreuses pauses et les temps d'attente excessifs. Pourtant, Bullet fait partie de ces films qui m'échappent, et j'ai du mal à comprendre pourquoi il est considéré comme un chef-d'œuvre. Mais de jeunes cinéastes ont remarqué autre chose. Le rythme créait une tension naturelle. Les moments s'étiraient juste assez pour mettre le spectateur mal à l'aise, puis récompensaient sa patience. En quelques années, ce rythme est devenu la référence du cinéma policier sérieux. Ce que les critiques avaient rejeté est devenu la plus grande influence du film. Bullet ne cherchait pas à attirer l'attention à tout prix. Il misait sur l'anticipation. McQueen considérait Bullet comme un échec. Au départ, malgré son succès, il était insatisfait. Il trouvait certaines performances trop lisses, certaines scènes trop conventionnelles, et le film comportait trop de compromis. Avec le temps, son opinion a évolué. Alors que Hollywood devenait plus bruyant, plus rapide et plus formaté, Bullet a su préserver son immobilité et mieux vieillir. Ce qui paraissait inachevé est devenu une œuvre voulue. Parfois, la grandeur d'un film ne se révèle pleinement que lorsque le monde qui l'entoure évolue. Bullet est involontairement redéfini à jamais le rôle du policier au cinéma. Avant Bullet, les policiers étaient des héros bruyants ou des forces de l'ordre inflexibles. Après Bullet, ils sont devenus des observateurs, des professionnels discrets, en proie à des conflits moraux et émotionnellement réservés. Ce changement se répercute sur des décennies de cinéma, même lorsque le public n'en a pas conscience. Bullet n'est pas devenu une icône parce qu'il a pris la parole dans un film sorti il y a 54 ans. Il est devenu une icône parce qu'il n'en avait pas besoin. Bullet perdure car il refuse de s'expliquer. Voici le plus étrange. Bullet ne cherche pas à marquer les esprits. Il ne résume pas ses thèmes. Il ne souligne pas son message. Il ne court pas après l'approbation. Il fait confiance au spectateur et s'en va. C'est cette confiance qui explique pourquoi on y revient sans cesse. Chaque visionnage révèle quelque chose de nouveau, quelque chose d'indicible. Bullet n'est pas un film qu'on termine. C'est un film qu'on emporte avec soi. Plus de 50 ans après sa sortie, Bullet reste d'une modernité saisissante. Non pas qu'il cherche à impressionner, mais parce qu'il s'y refuse. C'est un film sur la retenue, sur le professionnalisme, sur le silence qui en dit plus que tous les dialogues. Et c'est pourquoi il est encore si important. Si cette vidéo vous a donné l'impression d'une discussion nocturne autour d'un film avec quelqu'un qui l'adore autant que vous,
N'hésitez pas à liker, vous abonner et nous dire que vous faites partie du Club du Revoir. Si vous avez remarqué au moins un détail que vous n'aviez jamais vu auparavant, vous en faites officiellement partie. Sinon, eh bien, il est temps de revoir Bullet. Dites-nous en commentaire quel film ou quelle série on devrait revoir.